Anna Maria Merlo-Poli est la correspondante à Paris du quotidien Il Manifesto depuis plusieurs années. Depuis combien de temps? Beaucoup, beaucoup. C'était une vie. Hein. Je suis arrivée à Paris en 88 avec une bourse journaliste en Europe qui était une bourse de l'Union européenne pour jeunes journalistes. Que maintenant malheureusement n'existe plus, et donc après je suis restée. Oui, donc cela fait plus de 20 ans. Ouais, 26. Hein, disons assurément ouais. plus de 20 ans. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savaient pas, que Il Manifesto est un quotidien assez spécial dans le panorama de la presse italienne, est un journal qui se qualifie de quotidiano comunista, mais il s'agit d'un rappel, disons, idéologique assez particulier, parce que il ne s'agit pas du tout du communisme, disons, codifié, le communisme qui, au cours du XXe siècle, a été l'idéologie de l'Union soviétique et des autres pays du socialisme réel. Voilà. Non, mais ça, il faut l'expliquer à notre public. Voilà. C'est absolument l'inverse, parce que le groupe qui a fondé le quotidien, avant c'était une revue d'intellectuels, justement, avait été expulsé du Parti communiste parce que après l'invasion de Prague, ils avaient protesté, ils avaient demandé au Parti communiste italien de prendre position contre l'Union soviétique et l'invasion de Prague, chose que le Parti communiste italien n'avait pas fait à l'époque. Et du coup, eux, ils avaient été expulsés comme groupe. C'était un groupe d'intellectuels, donc ils avaient intellectuels très connus. Oui, très connus. Il y avait Rossana Rossanda, Pintor, Luigi Pintor, Lucio Magri, donc c'était des personnalités très connues. Très connues. Et donc ils avaient été expulsés du parti, et c'était, disons, une petite revanche pour dire, mais le communisme, c'est pas ça, c'est pas, évidemment pas l'Union soviétique, c'est même pas le Parti communiste italien qui prend pas ses distances face à cette violence, mais c'est une idéal, une utopie, bon, on peut dire comme ça. Et donc c'est nous qu'avec notre réflexion, c'est nous qui portons cette idée, qui est une idée de liberté, et pas une idée de répression. Voilà. Et après, cette chose est restée, bon, comme souvenir du passé, comme souvenir d'une histoire. Là, maintenant, ça veut plus dire, ça veut pas dire une chose très précise, hein, parce qu'à l'intérieur, disons, c'est le quotidien qui voudrait bien être. C'est plutôt un élan tendanciel. Oui, non, disons, c'est le quotidien qui voudrait bien être, qu'il est un peu, bon, c'est un peu un espace de discussion de toute la gauche italienne, donc écolo, plutôt que aussi des courants qui continuent du mouvement ouvrier, comme ça, c'est encore, il existe. Hein, il faut dire que le communisme en Italie a toujours représenté quelque chose d'assez différent par rapport au communisme français, par exemple. Ah ben oui, mais là encore, c'était encore autre chose, même par rapport, parce qu'ici, des enfants, ils ont eu l'idée que le Parti communiste italien était très à l'avant-garde. En effet, c'est pas vraiment vrai, surtout dans ces années-là. Hein, tout est relatif. Oui, donc ce groupe-là était... Bon, c'était un groupe de personnes qui aimaient bien réfléchir sur la justice sociale, sur la liberté, sur ça. Après, bon, à l'époque, ça avait eu lieu à l'intérieur du Parti communiste, alors, mais pas vraiment parce qu'ils ont été expulsés. Donc, disons qu'un élément qui a toujours caractérisé le groupe du Manifesto, c'est la dimension critique. C'est-à-dire la volonté de rediscuter chaque problème
jusqu'à... Jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire pas jusqu'à la découverte d'une vérité qui progressivement s'éloigne de nous au fur et à mesure que nous analysons le problème, mais disons, animer une discussion qui se base sur certains principes de fond, y compris la relecture du marxisme, y compris la réinterprétation des différentes expériences de la gauche en Italie, en Europe et aussi ailleurs dans le monde. Parce que parmi les caractéristiques de Manifesto, il y a aussi le non-provincialisme, c'est-à-dire la tendance à élargir le regard sur l'ensemble du monde, oui, au début, sur l'Amérique latine, par exemple. Oui, au début, par exemple, c'était le seul quotidien italien qui avait les pages internationales au début. Oui. Bon, maintenant c'est plus fixe, ça dépend des événements. Bon, les choses ont changé, comme un peu partout. Mais à l'époque, les journaux italiens, d'habitude, avaient la politique italienne intérieure dans les premières pages et après. Et par contre, le Manifeste, c'est toujours un quotidien qui a donné beaucoup de place, beaucoup plus que les autres, aux questions internationales. Ouais. Toujours sans a priori, c'était un peu ça, en cherchant d'apprendre un peu la complexité du monde sans arriver à des simplifications. Bon, cela dit, ça c'est compliqué à faire. C'est pas très populaire, cela dit, parce que ça devient toujours aller chercher les choses, aller approfondir les questions et donc ne pas simplifier les problèmes compliqués. Ça aussi, c'est une caractéristique du Manifesto, c'est-à-dire la détestation du simplisme. Oui, hein? L'idée que la vérité est complexe et donc que cela mérite le travail patient de l'étudier à fond. Oui, on pourrait dire là, c'est l'inverse du populisme qui dominant, déferle maintenant sur l'Europe. Oui. Pas toujours facile à tenir, comme, surtout maintenant, hein, où on voit bien un peu partout une demande de simplification vis-à-vis d'un monde très complexe que personne n'arrive plus vraiment à comprendre. Bon, on cherche parfois avec difficulté à continuer ce travail. Que reste-t-il du groupe fondateur du Manifeste? Parce que ce sont des personnes qui, au moment de la fondation en 1971, étaient déjà, disons, dans la force de l'âge, pour ainsi dire, et qui donc aujourd'hui sont assez âgés, ou quelqu'un même décédés, oui, comme Pintor. Et puis bon, oui, puis il y a eu, on vient de passer une période très difficile du point de vue économique. Il y a eu parce qu'il faut quand même dire que Manifeste c'est aussi une expérience originale du point de vue de la propriété parce que c'est en français une SCOP, une coopérative de journalistes. Et bon, il y a eu une grosse crise économique, administration judiciaire, et ça a eu des conséquences parce que bon, il y a eu quelqu'un de l'extérieur qui est arrivé, et ça il y a 2 ans de cela. Et du coup, les rapports à l'intérieur se sont un peu envenimés, il y a eu un peu de dispute, une partie des gens qui sont sortis. Bon, là maintenant, on est en train un peu de se remettre, de revenir un peu, mais bon, ça a été des années difficiles. Du coup, bon, la réalité maintenant, c'est que la rédaction est beaucoup plus jeune à nouveau. Il y a de jeunes journalistes, beaucoup moins, parce qu'il y a eu cette crise, comme un peu partout dans la presse écrite. Hein. C'est pas... Donc il y a eu de pré-retraites et tout ça. C'était la première fois aussi, parce qu'avant la rédaction était très jeune, et après les années passent pour tout le monde. Et du coup, maintenant, il y a à nouveau une rédaction jeune. Mais, disons, mon impression, superficielle peut-être, mais avec quelques fondements, c'est que pour la jeune génération, c'est-à-dire pour les 25-30 ans,
les valeurs du communisme qui étaient très répandues dans notre génération, aujourd'hui le sont beaucoup moins, sur l'ensemble de la jeunesse. Non, mais c'est évident, ça. Mais c'est pas le quotidien, on ne parle jamais de ça. Hein. Disons, on s'occupe des questions de la précarité, par exemple, c'est un quotidien que c'est plus occupé de ça, soit des mouvements qu'on a eu ici en France avec les luttes contre le contrat jeune et tout ça, par exemple. Hein, ou ce que maintenant arrive en Italie, non, bon, c'est pas, disons, c'est très détendu le lien avec ce qui était au début, et peut-être ça aussi a un peu éloigné le groupe des fondateurs, parce qu'ils ont vu que la génération s'occupait de toute autre chose, hein, plutôt discuter de droits d'auteur sur Internet, plutôt que de ce qui restait du communisme dans le monde. Donc, effectivement, est-ce que tu ressens le manque, la nostalgie de ces grandes figures qui ont fondé le manifeste? Bah, certains sont encore là. Évidemment, oui, bon, surtout pour ceux qui sont partis, hein, évidemment. Mais bon, disons, moi, j'ai pas vraiment, presque jamais travaillé à la rédaction, il faut aussi dire. Bon, moi, mon histoire personnelle, j'ai passé 2 ans à Rome seulement de ma vie dans la rédaction. Donc, disons, toute ma vie au manifeste était à 1600 km de la rédaction, hein, très très loin. Très loin. Cette expérience à Paris, alors qu'est-ce que cela veut dire, en quelques phrases, être correspondant du Manifesto à Paris? Bah, bon, déjà, moi, pour moi, c'était un choix aussi, était un choix personnel. Disons, j'ai eu cette bourse, puis moi, j'aimais bien, bon, je suis de Turin, puis j'ai des liens avec la France par ailleurs, donc j'aimais bien, je voudrais... Turin est une ville proche de la France et de la mais bon, moi, je française, voulais vivre ici, voilà. Et, par exemple aussi, ça c'est un exemple d'une façon de faire à l'intérieur du journal où chacun fait un peu à sa tête. Moi, bon, je dis, j'ai la bourse, je vais à Paris, et j'ai dit, bon, moi j'aimerais bien rester, ils m'ont dit, ben bon, si tu veux, tu restes. Donc, c'était, disons, le manifeste, selon moi, une de qualité qu'il a gardé, hein, aussi maintenant. C'est le fait qu'on laisse les gens faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, pour y travailler... Au Corriere della Sera, cela n'aurait pas été non, aussi ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Et là, par contre, oui. Alors, pourquoi c'est quand même assez agréable. Après, ça peut aussi donner le fait qu'il y a des gens qui peut-être ne travaillent pas et profitent de la situation, mais très peu, ça. Normalement, c'est une façon de faire du managing que maintenant est à nouveau. Parce que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils le font mieux. Plutôt que faire quelque chose que tu n'aimes pas. Oui, non, bien sûr. Quand on fait quelque chose à contre-cœur, on le fait mal. Généralement, on le fait mal. Oui, mais ça, c'est la réponse, disons, au côté personnel de ma question. Mais il y a aussi un autre côté, c'est-à-dire quelle est pour le lecteur italien du Manifesto l'importance des informations et des réflexions en provenance de Paris et de la France. Donc, quelle est l'importance de ton travail face au lectorat? Et de l'Europe aussi, parce que disons ici, bon, pour moi, d'ici, je m'occupe aussi des questions européennes, hein, de l'Union européenne. Donc, c'est beaucoup de travail. Sujet d'ailleurs qui, à l'origine, a été un peu problématique, parce que c'était pas vraiment... D'un côté, il y avait cette tradition internationaliste, mais de l'autre, l'Union européenne était beaucoup plus controversée. Bien sûr. Parce que toute la gauche européenne a eu au début des relations assez conflictuelles avec la construction européenne.
Et par contre, maintenant, elle est devenue un quotidien très européiste. Pas l'Europe qu'on a maintenant, pas Barroso, évidemment. Mais disons, on fait par exemple, là pour les élections européennes, là il y a un supplément que déjà 2 mois qui sort, il va sortir et puis il va rester sur les questions économiques européennes, un projet d'Europe différente, comme ça. Donc on fait ça toutes les semaines. Mais on dirait que le manifesto a pour parti pris que d'aller un peu à contre-courant. Oui, maintenant tout le monde déteste l'Europe. Et nous, on fait des tonnes. On fait des tonnes, oui, c'est comme ça. C'est amusant. Ce n'est pas par hasard, parce que, disons, il y a cette tendance. Voilà l'esprit critique auquel je faisais allusion. Oui, aussi avec des propositions d'économistes, un groupe d'économistes, un peu les économistes atterrés italiens. Comme ici, les économistes, et aussi les Français, hein, parce que c'est tout un groupe international, français, anglais, Nord d'Europe, etc. Qu'on fait ce supplément, c'est comme les économistes atterrés italiens, ils ont aussi un site, s'appelle Sbilanciamoci. Tout à fait. Je le reçois régulièrement. Et donc là, je retrouve des signatures de manifestes, Rossana Rossanda en particulier. Oui, et après on fait 1 fois par semaine, là maintenant on publie 4 pages avec des papiers chaque semaine sur un sujet européen fait et géré par ce groupe d'économistes atterrés italiens. Ouais. Et l'impact de la culture française. Est-ce que la culture française en Italie joue un rôle aujourd'hui aussi important qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Moi, j'ai l'impression que le rôle est moindre. Moindre, mais bon, disons... Pas inexistant, non, mais disons, je pense qu'en Italie en général, hein, dans la gauche peut-être en particulier, je ne pourrais pas dire, mais... il y a un peu, c'est resté comme, il y a un peu une nostalgie de ce qui était la France avant, qu'elle n'est plus. Mais bon, ça, donc peut-être ça a joué aussi dans le fait qu'ils ont dit, que ça semble, parce qu'on n'est pas nombreux maintenant avec la nouvelle gestion, disons, qu'ils gardent un correspondant à Paris. Ça a joué cette idée que quand même c'était un regard un peu sur le monde à Paris. Oui, même le quotidien de Turin n'a plus de correspondant permanent à Paris. Peut-être que c'est un moment de transition. Je ne sais pas, mais de toute manière, c'est un signe tout de même d'un changement que je n'apprécie pas, franchement. Non, mais disons que là, je m'occupe des questions de l'Union européenne, et après, il y a aussi une modernité de travail aussi qu'il y a toujours eu au manifeste. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être tous au même endroit, mais là, avec l'ordinateur et tout ça, on peut être donc, on peut faire partie et faire aussi un travail quotidien si on n'est pas dans la rédaction physiquement. Hein, voilà donc le témoignage de la correspondante d'un journal qui est né anticonformiste et qui l'est resté. Grazie Anna Maria Merlo-Poli.